Bien, rebonjour à tous. Donc voici venu le temps de faire une petite synthèse, ou plutôt d'ouvrir des pistes, parce que je crois que les différentes tables rondes nous ont montré différentes perspectives sur le questionnement autour de la question, autour de la mobilité et des transports. On a vu une certaine transversalité des diagnostics qui a été fait sur les problématiques autour de ces questions-là, un peu au travers de l'ensemble de ces tables. Donc je tiens tout d'abord à remercier quand même les organisateurs de cette journée, Olivier et Patricia, auxquels je vais rajouter Marie-Laure dans l'animation de ces tables rondes, hein, qui nous ont permis aussi d'accueillir ici un large panel d'intervenants qui ont permis de montrer la diversité aussi des acteurs, ou des gens qui réfléchissent sur ces questions des mobilités et des transports, au-delà de la seule communauté universitaire, et qui nous engage, nous, universitaires aussi, à réfléchir sur les passerelles qu'on peut développer dans la collaboration, dans l'interrogation et dans finalement la capacité à instaurer un dialogue qui permettrait de faire sens justement par rapport à ces problématiques qui ont été soulevées. Alors moi j'ai relevé un certain nombre de points, hein, qui apparaissent de manière quasi systématique et qui posent problème, parce qu'avant tout j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça posait beaucoup de problèmes, la mobilité et les transports. J'ai pas vu beaucoup de plaisir à voyager dans le monde, à part sur le porte-conteneur de la CMA-CGM, une expérience intéressante. Donc j'ai vu ces questions de saturation, il y a beaucoup de notions de saturation qui reviennent, d'inégalité, inégalité des personnes, inégalité de la desserte, les questions de pollution, de destruction aussi des environnements existants, et pas simplement des environnements écologiques, hein, des environnements économiques aussi. Et puis l'enjeu de la transformation des pratiques, qui est au cœur de tout ce qu'on a pu voir, mais qui, malgré tout, semble poser quand même peut-être le problème le plus important, parce qu'on ne sait pas trop comment se débrouiller avec cette histoire de la transformation des pratiques, qui rejoint finalement la problématique majeure, c'est la non-durabilité des territoires au regard des transports et de la mobilité. Tout le monde a fait quasiment ce constat, que si on continuait avec les pratiques actuelles, ça n'allait pas fonctionner à terme, et ce, quels que soient les domaines. On retrouve ces points de blocage, hein, donc autour de la question de la transformation des pratiques, qui se posent en termes d'articulation entre les échelles, beaucoup de mal à faire fonctionner le local avec le régional avec le national, ou le national avec le mondial. On l'a vu avec les ruptures des supply chains. On le voit aussi dans le cadre de la desserte régionale en transport en commun, etc. C'est des choses qui apparaissent quasi systématiquement. La question de la résolution des inégalités, hein, puisqu'elles existent, avec cette idée qu'il faut travailler sur des leviers du changement sans qu'ils soient jamais véritablement identifiés en tant que tels, sauf un sur lequel je vais revenir juste après. Que les transports et la mobilité consomment beaucoup d'espace. Ça a l'air d'être une préoccupation très importante. Alors moi, je suis complètement béotien dans ces problématiques-là, et j'ai trouvé qu'on se posait souvent la question, effectivement, de la consommation de l'espace, qui est un élément au cœur de là. Alors, mais c'est aussi habiter l'espace que faire de la mobilité, et donc c'est aussi quelque chose qui fait que l'espace existe parce qu'on s'y meut, hein, ou qu'on y transporte. Et puis cette idée aussi systématique, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est celui de simplifier. Il faut toujours simplifier, simplifier, simplifier. Et pour simplifier, on propose toujours du plus en plus complexe. Hein, pas forcément du plus compliqué, hein, mais de plus en plus complexe. Et donc ça exige un génie humain absolument formidable que de penser et d'imaginer sa mobilité. Alors cela étant, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve de manière à peu près transversale dans toutes les présentations et les échanges qui ont pu être faits, c'est qu'avant toute chose, et c'est peut-être aussi lié à ce que j'évoquais précédemment, la réponse va être technologique ou structurelle ou économique. Et ce qui me paraît assez surprenant, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait la réflexion. J'ai l'impression d'être dans un congrès des futuristes italiens au XXe siècle. Vous savez, ces futuristes qui mettaient en avant la vitesse, la technologie, la jeunesse. Alors là, pour le coup, on n'a pas trop eu aujourd'hui, parce que justement, l'homme, l'individu était un peu absent. La violence qui a été remplacée par l'apaisement. Hein. Aujourd'hui, on veut des transports apaisés. Mais c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement violents. On a évoqué la question de l'accidentologie. Hein. On a évoqué aussi la question de la concurrence entre les modes de transport ou entre les pôles de transport. Et puis, il y avait ce recours, effectivement, à la technologie extrêmement présent.
Et finalement, ça amène au-delà de cela, et c'est la dernière table ronde qui l'a peut-être un peu fait émerger, à s'interroger sur notre monde d'aujourd'hui. Et ça dépasse très largement la question du déplacement d'un point A à un point B, de rendre un service, etc. Et on rentre dans le domaine du politique de manière assez fondamentale. Je crois que la dernière question était vraiment sur cette question-là, mais c'est à un moment donné, quel choix on fait et quelle société on veut. Et donc cette idée, effectivement, peut-être que nous, chercheurs académiques, mais aussi en collaboration avec les acteurs de terrain, il faudrait imaginer peut-être une réflexion sur la mobilité ou sur les transports qui soit moins désincarnée, qui remettent les acteurs au cœur du questionnement, et au-delà de ça, qui mettent les territoires. Parce que la même commande a été faite à l'ensemble des intervenants, et peu à peu, au fur et à mesure de la journée, le territoire a disparu des discussions. On n'y était plus question de Normandie à la fin. Hein. Alors, je le dis en forme de provocation, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'incarnation réelle, finalement, dans le monde du réel et de la rugosité du réel, elle s'efface peu à peu, effectivement, derrière cette course à imaginer la mobilité de demain et à répondre aux problèmes qu'ils posent, sans finalement, à un moment donné, et ça c'est peut-être le géographe qui parle, aller remettre les pieds dans la boue pour voir ce qui s'y passe, et pour essayer d'aller travailler le terrain pour reconstruire la réalité contemporaine et s'intéresser finalement aux questions qui se posent à cette échelle-là. Alors peut-être revenir à ces questions effectivement liées aux différentes échelles. Donc j'avais finalement plein de questions qui allaient émerger. Alors je ne les ai pas posées tout à l'heure parce que je me les réservais pour la fin, comme ça vous pourrez partir avec et puis les garder en souvenir de réflexion. Mais je pense que nos animateurs vont aussi rebondir dessus pour leur propre synthèse. Donc la première question, hein, c'était effectivement comment remettre de la chair. Est-ce qu'il ne faut pas mieux passer par le service plutôt que par l'infrastructure? C'est un peu cette question-là qui a été posée tout à l'heure. Mais passer par le service plutôt que par l'infrastructure sans réfléchir au service, ça n'amène pas à grand-chose, hein, ça amène à courir derrière les besoins actuels. Parce qu'effectivement, si la technologie serait le seul facteur d'inflexion des comportements individuels, elle ne remet pas en question les paradigmes fondamentaux, hein, des problématiques actuelles. C'est-à-dire la vitesse, il faut toujours aller plus vite. Alors ça se joue de différentes manières, c'est aussi par l'efficacité des transports, la garantie des temps de transport, etc. On a eu une éloge de la lenteur au dernier moment, mais elle est arrivée tardivement. Finalement, on est toujours dans cette optique de la vitesse, de la richesse de l'offre. Hein. Le mot sobriété a été évoqué, et finalement, on a peu rebondi dessus. Un point aussi relativement essentiel, la satisfaction des besoins individuels. Le collectif, il est derrière le mot transport. Il n'y a que le transport qui soit collectif, mais les besoins collectifs sont peu évoqués en tant que tels, et systématiquement, beaucoup de solutions qui sont proposées, que ce soit dans le mode des transports de fret ou dans la mobilité des individus, on tend toujours, avant de répondre aux besoins collectifs, de répondre aux besoins individuels. Et puis donc, in fine, quand même, le nerf de la guerre, la question, c'est celle de l'optimisation des coûts ou des bénéfices financiers, hein, qui transparaît énormément. Et donc, ce qui fait qu'on se positionne systématiquement dans le paradigme contemporain dont tout le monde a fait le diagnostic qu'il posait problème en termes de durabilité et d'évolution à l'avenir, qu'il fallait le changer. Et on a des réflexions sur les formes, sur les structures, sur les technologies. Peut-être faudrait-il, et c'est peut-être notre rôle aussi à nous, hein, d'aller fouiller cette dimension-là, à réfléchir sur le pourquoi du comment, c'est-à-dire les leviers finalement de la transformation en elle-même, sans être forcément dans une logique d'accompagnement de l'existant. Donc je me dis, il faudrait peut-être réfléchir à quels sont les niveaux de conscience de la mobilité chez les acteurs, et développer justement ce qu'on a... ce que M. Goyer a évoqué en creux au travers de la question de la réglementation et de l'incitation. Mais il faut peut-être ajouter un troisième pôle, et qui rejoint la question, effectivement, là, pour le coup, de la conscience, celle de la responsabilisation. Parce que finalement, l'enjeu, il est là, c'est quelle responsabilité chacun est en mesure de bien vouloir endosser dans la perspective, effectivement, de la régulation, de la transformation et de la modification de ces logiques de transport, mais aussi de mobilité. Et là, l'engagement, il est politique. Hein. Et donc, quel questionnement des politiques de la mobilité? Elles transparaissent au travers des débats ici, uniquement au travers de la réglementation étatique.
Et il y a eu peu de questionnement finalement des politiques territoriales de la mobilité ou des choix politiques qui pouvaient être faits autour de ces questions de la vitesse, du transport et du déplacement à la fois des personnes et des populations. En gros, on a l'impression qu'il n'y a personne pour hiérarchiser dans cette histoire-là, hein. Et c'est aussi un des enjeux forts. Il va falloir faire des choix, on l'a dit partout, parce que si on continue comme ça ne va pas fonctionner à terme. Et donc, il va falloir des gens pour trancher. Alors la question, c'est qui ? C'est aussi tout l'enjeu. Et c'est la question, quelle gouvernance pour la mobilité, hein? Est-ce que c'est aux consommateurs de décider? Est-ce que c'est aux acteurs des technologies de transport? Est-ce que c'est aux aménageurs et à ceux qui s'occupent des infrastructures? Est-ce que c'est à la régulation, etc.? Il y a toute une réflexion, je pense, à porter là-dessus. On le voit très clairement transparaître ici. Je parlais de vitesse tout à l'heure aussi, il y a la question de la place de l'immobilité. Est-ce que se déplacer, c'est un progrès? C'est un progrès dans la perspective de l'histoire récente de l'humanité, dans un monde de plus en plus spécialisé et qui exige finalement cette mobilité, ces transports, parce qu'on ne trouve plus tout au même endroit. Mais est-ce qu'il n'y a pas des logiques de reconfiguration spatiale qui commencent à émerger? Je pensais avec l'agriculture, avec la logique des circuits courts, on l'a vu avec la question des fermes verticales. Et si demain on était dans un monde effectivement, où on n'avait plus à se déplacer, quelle place on donnerait à la mobilité? Et pour finir, là c'est vraiment en tant que directeur de Stenor que je me pose la question, c'est comment engager le dialogue entre nous, au sens générique, et pas simplement ceux qui sont dans Stenor, personnes qui ont le temps et le recul sur ces questionnements, ce qu'on appelle les scientifiques dans le langage commun. Comment engager le dialogue avec les acteurs et les gestionnaires de ces questions de mobilité et de transport pour leur offrir des moyens de questionner leurs pratiques, d'approfondir les problématiques et surtout les mettre en perspective, c'est-à-dire créer le dialogue finalement entre les différents problèmes. Parce qu'on voit que lors de la première table ronde où on avait des gens qui étaient plutôt dans une perspective d'analyse et d'études, il manquait un peu cette dimension-là. Dans la deuxième table ronde, où on avait des gens qui étaient de terrain, ils étaient beaucoup préoccupés par leurs questions pratiques, on va dire. Et la dernière table ronde, on a des gens qui étaient à l'interface, hein, et on a vu que c'est là où sont émergées peut-être les questions qui piquent le plus, hein. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, nous, scientifiques, on a aussi une responsabilité sociale dans ce cadre-là, au-delà de nos simples recherches que l'on met en place, surtout sur des questions aussi pointues et qui interrogent aussi bien la société que le politique et que les territoires. Ça reste complètement ouvert, hein. C'est un peu une sorte d'appel finalement à croiser nos regards et à essayer effectivement de développer des perspectives qui permettent à chacun d'évoluer aussi, hein, parce qu'effectivement, la science n'a pas tout à dire, hein. Les acteurs ne sont pas non plus, ne doivent pas non plus être cantonnés à être simplement des exécutants finalement de la pratique des mobilités et des transports. Ils ont aussi une réflexion pas une réflexion apportée, et ils portent déjà une réflexion sur ces dimensions-là qui viennent nourrir aussi ceux qui ne sont pas forcément impliqués concrètement dedans. Donc voilà, beaucoup de questions qui partent un peu dans tous les sens, j'en ai bien conscience. C'est aussi la problématique du béotien qui découvre un domaine et qui voit fuser des questions dans tous les sens. Mais pour le moins, au moins, et je l'espère aussi pour vous, ce fut une journée extrêmement riche. Alors j'invite les trois animateurs des tables rondes peut-être à revenir un petit peu sur cette question. Quelle interface finalement entre le monde universitaire et les acteurs, mais aussi les acteurs au sens large, hein, on va dire, qui iraient effectivement du législateur jusqu'à l'individu captif de son logement. Quelle interface pouvons-nous offrir, nous, dans ce cadre-là, et quelle valeur ajoutée finalement la recherche peut avoir dans cette perspective? Oui, dans l'ordre. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Les derniers seront les premiers seront les derniers.
Oui. Ben, en fait, il y a quand même pas mal de pistes de recherche qui se dégagent, si c'est ça la question. Je vais rester sur la dernière table ronde, comme ça, ça sera plus clair. On a évoqué un petit peu la question des modèles économiques, et c'est vrai qu'en fait, il y a une reconfiguration complète. Là, il y a des nouveaux acteurs qui émergent, il y a des nouveaux modèles entre la gratuité, le paiement, qui gagne, qui perd, qui encaisse, qui... Et donc là, il y a tout un tas de questions et qui sont en fait la résolution de ces questions de modèle économique font partie de la solution. C'est-à-dire que parfois il n'y a pas de modèle économique, et bien il n'y a pas de solution. Et donc il faut aussi permettre aux acteurs qui émergent de trouver leur place dans le système. Donc là, il y a toute une réflexion qui peut être menée sur les différents modèles économiques, puisqu'il y en a différentes sortes, et puis il peut y avoir de l'innovation dans ce domaine aussi. L'autre thématique qui est importante, c'est celle de la décision, c'est vrai. Peut-être aussi la présence d'écosystèmes à la fois concurrents et coopératifs, on a parlé d'organisation par les citoyens, d'organisation par la collectivité, d'organisation par des tiers qui seraient des sociétés privées. On voit bien que les autoroutes, ça ne pose pas tellement de problèmes, c'est financé par des privés qui encaissent leurs profits, ça ne dérange personne finalement. Hein. Ce qui pose problème, c'est l'investissement et l'infrastructure publique qui est coûteuse et qu'on remet en question. Donc il y a peut-être aussi là des travaux, je vous parle comme ça parce que je suis gestionnaire aussi, et donc c'est le jeu un petit peu de Stenor de jouer la pluridisciplinarité, et comment donc ces contributions peuvent justement permettre l'émergence de nouvelles activités sur le territoire. Bon, après, toute la question de l'articulation des différentes échelles dans la décision donc liée à ces activités de mobilité. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là tout de suite. J'avais une autre idée, mais ça m'échappe. Je ne l'ai pas notée. C'est pas grave, si ça revient, au-delà du fait de répondre tous les trois, Vendry, est-ce que je peux aussi suggérer à la salle de aussi ne pas hésiter à nous interrompre et à prendre la parole, parce que je crois que c'est aussi très important maintenant de faire remonter ce ressenti général. On peut considérer qu'ici, de courte date ou de longue date, on est tous intéressés par la posture de Stenor que tu as rappelée. Et donc effectivement, l'idée, c'est dans ce dernier temps d'échange de pouvoir aussi nourrir et penser le futur de Stenor et de rester dans ce dialogue. Donc voilà, pour ce petit point, donc n'hésitez pas à lever la main, etc. Moi, j'ai quelques petits points sur lesquels je voudrais rebondir. Alors, je sais pas trop quel ordre je dois prendre. Peut-être effectivement, tu as eu ce terme de dire que bon, c'était quelque chose qui paraissait quand même un petit peu difficile en ce moment, la question de la mobilité. Je sais pas si tu as dit qu'on avait l'air d'être un petit peu pessimiste, ou en tout cas on était dans une dynamique. J'ai pas dit le mot, j'ai dit qu'il y avait que des problèmes. C'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, je pense que on a fait émerger durant ces discussions plutôt des problèmes. Cela dit, je pense que, et pour avoir aussi travaillé avec l'ensemble des intervenants dans les préparations, je pense que c'est aussi un petit peu un retour du terrain actuellement. C'est-à-dire qu'on vit une opportunité. Donc je pense qu'à terme, on est convaincu, et dans les équipes que j'ai pu rencontrer, ou voilà, les personnes que j'ai pu rencontrer, au bout, on ne doute pas qu'on réussira à faire quelque chose. Mais pour autant, là, actuellement, je pense qu'il y avait une culture qui est en train de se mettre en place depuis un certain temps dans le monde du transport, qui allait gentiment vers la mobilité. Mais pour le coup, effectivement, là, il y a eu une accélération via les voies législatives. Et là, la lenteur, ça allait relativement bien à certains acteurs. Mais ça veut dire aussi qu'on aurait pu prendre des décennies pour faire avancer ces problématiques. Donc là, effectivement, on est aussi face à des personnes sur le terrain qui actuellement sont dans les diagnostics et sont en train de conscientiser la marge et le saut
à faire. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on peut avoir, je pense, ce retour la barque est chargée actuellement, mais c'est normal. Parce que je pense que sur les territoires, on est dans ce temps où justement on est sur les diagnostics pour avancer dans les documents réglementaires qu'il va falloir rendre sur 2020, 2021, etc. Mais au bout du compte, est-ce que c'est une joie ou un optimisme naïf en se disant on l'a déjà fait avant et on saura le faire? Pour autant, je trouve que fondamentalement, il n'y a pas de doute dans des capacités de réussir à isoler et à décider à terme d'un certain nombre de points. D'autant plus que ces décisions aussi, il y a un autre mot qu'on n'a pas dit, tu as parlé du politique, mais derrière ça, il y a une volonté de tester la gouvernance, de tester des gouvernances. Et là aussi, on a beaucoup balbutié, on a beaucoup attendu sur ce genre de thématique. Donc effectivement, on est dans un temps carrefour d'opportunités, d'ouverture, de transversalité sur les problématiques, mais pour autant, il faut bien voir que dans les méthodes, moi je suis assez sensible à ça aussi de par mes recherches, je ne suis pas sûre qu'à chaque fois on puisse paraître très optimiste parce qu'on se cherche et on ne sait pas toujours bien faire. Il y a des choses ça va être du live. Donc bon, ça peut, pour autant, c'est un petit peu, pour modérer cette histoire il n'y a que des problèmes. Il y en a pas mal, effectivement. Sur l'idée, je te rejoins complètement sur l'idée d'incarner, de remettre de la chair là-dedans. On a utilisé le terme, et je crois que moi je ne l'avais pas vraiment vu venir pendant la préparation de la table ronde, il est venu assez spontanément comme terme, comme mot-clé pendant la deuxième table ronde, c'est la question du service. Et derrière ça, effectivement, il y a cet objectif qui n'est pas un objectif nouveau, mais réaffirmé ici, parce qu'on pourrait se perdre, je dis à nouveau, dans la forêt législative, dans, la quantité de propositions technologiques. Là, quand même, on a des personnes qui sont venues et qui nous ont dit « mais à terme, tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le service. » Pour autant, c'est une façon de poser la discussion. Au-delà de ça, effectivement, moi je pense que ça m'amène aussi à l'autre point, c'est peut-être que c'est là où Stenor peut aussi avoir un rôle. Parce que cette question du service, de la personne, de l'usage, on a pu entendre dire que finalement, on le cite, mais des fois l'individu, l'usager, il peut disparaître. Et c'est peut-être aussi une des formations professionnelles par rapport à mes propres recherches, mais c'est un point sur lequel j'ai écrit assez régulièrement. Et donc en fait, il me semble qu'il y a un accompagnement à faire sur justement comment on travaille sur les comportements, comment est-ce qu'on arrive à identifier des usages, et au-delà du fait de parler d'un public, d'une collectivité, il faut bien reconnaître que dans ce public et dans ces collectivités, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a des personnes âgées, il y a des femmes, etc., etc. Et que donc, ça, je crois que c'est une plus-value que l'on peut réellement apporter. Et au-delà de cette, à mon avis, capacité que l'on peut avoir à aider à incarner, en tout cas d'aller sur ce chemin-là, parce qu'on a une disponibilité, une sensibilité des acteurs, et on peut vraiment en parler beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Au-delà de ça, je pense que l'autre point, c'est que c'est un petit peu aussi, on en a parlé un tout petit peu à midi, je pense on peut aussi offrir du recul. Parce que c'est vrai que tu as dit sur notre table ronde, peut-être que c'était, on a vu que les gens étaient vraiment... c'était la problématique des toilettes dans la gare, quoi, à un moment, sur la table ronde, la deuxième table ronde. Et je pense que, pour le coup, il faut écouter aussi cette façon-là de répondre. Parce que derrière ça, il y a effectivement une intensité de l'actualité qui fait que les gens ont quand même beaucoup la tête dans le guidon et qu'on va écrire quand même un certain nombre de textes clés pour la région, de schémas directeurs, dans cette accumulation, ces obligations, etc. Et moi, je parlais de mettre les pieds dans la boue. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, pour le coup, je pense qu'on peut offrir aussi ce recul, ce temps un petit peu, d'être dans cet accompagnement-là.
Un dernier point, et puis je passe la parole à Olivier ou à la salle, hein, je le répète. Le dernier point sur lequel je serais quand même assez sensible, là c'est plus directement une proposition de piste de recherche. Je pense qu'il y a quand même derrière cette idée de l'accompagnement au changement. Là, il y a quand même aussi quelque chose, toujours dans la même idée, hein, d'incarner, etc. Mais pour le coup, là, il y a un élément qui me semble assez important. Bon, c'est vrai qu'il y a un ouvrage, La sociologie des organisations par Bernoux, qui explique très bien qu'il y a en fait, le changement peut se penser de deux façons. On a beaucoup parlé du changement dans un mode linéaire. C'est-à-dire que l'ingénieur nous propose une innovation, il va nous expliquer en quoi c'est super bien pour la société, on va le traduire en production, et puis, une fois sur beaucoup, ça marche, et puis beaucoup de fois, en fait, finalement, ça reste un gadget. Et à côté de ça, Bernoux nous invite aussi à penser ce que l'on appelle la traduction, enfin le changement par la traduction du changement. Et là, on est plus sur un travail au niveau de la culture des acteurs, en partant bien du principe qu'au-delà de l'élément de l'objet physique, il faut absolument que cet objet fasse sens et donc soit approprié. Et donc, il me semble que là aussi, on a tout à fait notre place, surtout Sténor, surtout avec sa capacité de parler économique, juridique, gestion, architecture, école de commerce, etc., géographie, il faut quand même que je tout cite, in fine, histoire, etc., sociologie. Donc pour le coup, je pense que là, on peut avoir effectivement une voie plurielle qui peut être très intéressante. Oui, donc je vais donc prendre la parole d'une façon un peu différente pour cette session de synthèse. Moi, je voyais plutôt... mais je trouve que tout ce qui a été dit jusque-là est très pertinent et très intéressant. Donc moi, je voulais revenir sur l'atelier que j'ai animé ce matin. Et je voulais vous proposer, vous donner mon avis un peu sur cet atelier. Donc un atelier initialement qui était, pour ceux qui ont reçu le programme, il y a très longtemps, il était question de faire intervenir un anthropositaire de Caen, un transitaire rouennais, une déléguée de l'association des ports locaux de la Manche, pour mettre en évidence la thématique vraiment port normand et quelle attractivité. Alors sur mes trois intervenants, que j'avais pas complètement identifiés dans cet ordre-là, je pense que par rapport à la question qui a été posée, ou en tout cas donc une dimension très académique de deux d'entre eux, le premier, bien sûr, qui est lui-même professeur à l'EMN et qui est, de mon point de vue, parfaitement répondu à la question, en tout cas apporté dans sa communication intitulée « Compétitivité des ports normands », comme vous voyez sur le tableau, qui a répondu à la question, qui a structuré, qui a vraiment apporté des éléments clairs et tout à fait bien présentés sur la notion de qu'est-ce que l'attractivité, pour qui, pourquoi, pour le client, qui est, ainsi de suite. Deuxième intervenant, en fait, qui devait passer en troisième, mais qui est passé en second, puisque vous êtes rendu compte, ceux qui étaient présents ce matin, que M. Guerrero de l'ISTA a eu des problèmes avec des questions de Saint-Lazare. Donc là, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un académique, mais il s'agit d'un ancien étudiant de l'ISEL, qui est lui-même donc ingénieur et qui est aussi un ancien étudiant de l'IAE de Caen, je pense, et qui est en fait a passé, comme il l'a expliqué rapidement, une bonne partie de sa carrière à Aropa, et éventuellement au syndicat mixte de Port-Jérôme, je pense, au préalable, si je ne me trompe pas, ou alors c'est celui de la Côte d'Opale, mais c'est un des deux. Et donc lui, il a une approche où il donne un exemple, et il nous a proposé un focus sur la performance, les notions de performance et d'attractivité portuaire, avec un focus Royaume-Uni. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est d'élargir, bien sûr. Donc il est parti, bien sûr, bien loin hors de la Normandie. Et dès le deuxième intervenant, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça comme présentation, pour dire la vérité. Et malgré tout, il a réussi à revenir sur l'espace normand, mais en l'intégrant éventuellement dans le schéma de réseau de transport transeuropéen, dans la partie ferroviaire. Donc sa vision à lui, une vision opérationnelle, en insistant sur une approche assez pédagogique, en segmentant, en montrant la segmentation possible sur les pré- et post-acheminement, en insistant pour une fois justement en travaillant pas mal sur l'Interland, donc sur l'arrière-pays, sur toutes les thématiques qui ont été évoquées en termes de pré- et post-acheminement des mouvements de navires, des marchandises.
Donc ça, une approche assez intéressante, et il a ensuite participé au débat en répondant à certaines questions. Et le troisième intervenant, donc de l'IFSTAR, donc lui qui n'est pas local, lui qui est académique, docteur en aménagement, chargé de recherche. L'IFSTAR, c'est l'ancienne INRETS, hein, c'est l'équivalent de l'Institut national de recherche sur les transports, hein, avec la nouvelle dénomination, et avec une dimension, il fait partie d'une équipe qui est très spécialisée sur les questions maritimes, SPLOT, là, comme vous voyez. AME, je crois que c'est plutôt aménagement. Et lui, il nous prend un autre exemple, il change lui aussi encore d'échelle, donc là la dimension spatiale était quand même présente. Lui, il se positionne sur les relations entre l'Europe et l'Asie, et il s'intéresse globalement, il intègre les ports normands, en fait le port du Havre, voire éventuellement il intègre aussi Rouen, mais on n'a pas trop entendu parler de la fusion ou de Rouen-Le Havre, de Haropa, pour parler Havre-Rouen-Paris, le GIE. Et lui, il se positionne là-dessus et il intègre le Havre avec une approche comparative par rapport à ce qui se passe dans les autres ports de la rangée nord. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de Marne, de Champs-sur-Marne, de Marne-la-Vallée, donc il est a priori pas local. Et il apporte un certain nombre de conclusions. Donc il présente un travail de recherche. Donc en effet, dans cet atelier, il y avait la dimension académique assez évidente, avec un travail de recherche en cours, basé sur une enquête de terrain qu'il a réalisée au Havre et ailleurs. Et il nous donne une synthèse, des premiers éléments, des premiers résultats d'une synthèse sur les ressentis d'intervenants, justement, du transport international que j'avais évoqué en tout début. Je vous avais parlé longuement quand j'avais introduit ma session en parlant des intermédiaires du transport, que sont les commissionnaires de transport et autres transitaires portuaires. Donc il revient ensuite, il termine sa présentation sur un certain nombre de constats qu'il faut écouter et qui ont fait un certain remous parmi certains d'entre nous suite à des discussions. Il est franc et donc il aurait été intéressant éventuellement que certains de la présence, par exemple, ils étaient invités de certains portuaires locaux, ça aurait pu être assez intéressant de les voir réagir. En tout cas, il y a eu des questions qui ont été posées, ou alors on n'a pas pu avoir vraiment un débat, puisqu'on était dans le timing et qu'il fallait partir déjeuner, et laisser bien sûr le temps à notre opérateur de captation vidéo, prendre le temps de déjeuner et lui laisser un peu de temps pour se détendre. Bien, donc tout ça c'était pour vous parler de ce qui m'intéressait particulièrement, c'est-à-dire la table ronde, mais bien sûr, j'ai trouvé que les tables rondes qui ont suivi sont donc de toute autre nature, mais je pense que, point de vue variété de ce qui est présenté dans le cadre de Stenor, je pense que c'est assez pertinent. Et quand je me souviens de la première table ronde Stenor qui avait eu lieu à Rouen en mars 2016, je me dis aussi qu'il y avait une très grande variété en fait, d'intervenants. Et celle de Caen, qui était, je sais plus quand en novembre 2016 aussi, était peut-être beaucoup plus centrée sur une thématique intéressante et normande. Donc le but du jeu, maintenant, de mon point de vue, c'est de continuer dans la lignée et enfin peut-être d'avoir une approche et une présentation pour ce qui m'intéresse particulièrement sur les ports normands et sur un éventuel, qu'est-ce que c'est que le système portuaire normand, est-ce qu'il existe ? Pourquoi il existe, comment il se positionne par rapport au reste du monde, et j'ai l'intention, peut-être ce serait éventuellement possible, d'intégrer, donc vous avez bien compris, en fait là les ports normands c'était essentiellement le Havre, et c'était assez étonnant pour certains étudiants aussi peut-être présents de voir la Normandie, les ports normands, le système portuaire normand, même si j'avais intégré un schéma simplifié du système portuaire normand d'un de mes collègues géographes local, la Normandie réduite au port du Havre. Non, il y a un système portuaire et il existe des associations, je les ai citées, Port de Normandie associés, Association des ports locaux de la Manche et aussi bien sûr la Haropa avec tous ses partenaires. Donc le but du jeu, peut-être pour une prochaine fois, ça serait de revenir aussi sur l'ensemble des ports normands et pas uniquement de parler, donc je termine là-dessus, pas uniquement de parler en termes de fret, transport de marchandises, de parler uniquement des marchandises qui sont conditionnées en unités de charge intermodale, mais éventuellement donc en conteneurs. Mais vous savez bien que dans les activités portuaires locales, et surtout dans les ports secondaires, l'activité conteneur est secondaire, on peut le dire de cette façon-là, et que globalement, l'activité conteneur, elle est dominante au niveau international dans un ensemble portuaire, un port principal du groupe Haropa, qui est le Havre. Donc là, ça a été vraiment extrêmement focalisé là-dessus. Et initialement, et c'est ce que je souhaite faire pour la suite, c'est d'intégrer dans ce type de table ronde la filière du nautisme et de la plaisance, la filière de la construction navale, les autres types d'acheminement de marchandises possibles qui existent au sein de la Normandie, la pêche et autres. Donc là, pour l'instant, c'était pour moi extrêmement partiel. Je pense que ça valait le coup d'écouter ces présentations, dont deux assez académiques, et qui font le point sur la question. Et je pense que c'est donc une porte ouverte pour la suite. Peut-être avec un esprit... ce que je souhaitais, moi, c'était continuer l'esprit de la table Stenor
de Caen, que je trouvais très localisé, sur des questionnements de petites communes. Et je pensais qu'on allait aller un peu dans cette voie-là, mais ça évolue comme ça doit l'être. Donc je remercie le public d'avoir posé des questions et d'être encore là. C'est la joie des tables rondes, hein, c'est qu'elle elle a sa propre vie à un moment donné, mais tu as raison. Sur ce point, et que j'avais souligné aussi, cette question effectivement des ruptures d'échelle, et à un moment donné, on a du mal à articuler finalement ces questionnements, et c'est là où peut-être on doit forcer effectivement la réflexion pour éviter effectivement que l'on prenne trop de recul ou que l'on plonge trop dans le local. Et tu l'as montré avec ton premier schéma, effectivement, cette articulation entre le Havre et les ports secondaires, et puis elle a disparu après. Donc là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille au charbon et que l'on pose les choses. J'ai retrouvé mes mots. Oui, j'avais noté en fait. Je suis d'accord avec toi sur cette histoire de service. Le service est devenu une chose complètement abstraite en fait. Il n'y avait plus personne derrière, et je me suis demandé si en fait on savait bien ce que voulait l'usager, quoi. En fait, si c'était quelque chose de ou si on travaille sur des représentations de ce qu'on pense être, ce que les attentes de l'usager. Donc là, voilà. Mais bon, après tout, toutes ces collectivités ont des services marketing aussi. Donc bon, je ne sais pas s'il peut y avoir une contribution de Stenor ou si c'est des choses qui sont bien connues, pardon. Et puis, ce qui était aussi sous-jacent tout le temps, c'était l'acceptabilité par les usagers de changement, l'acceptabilité de transformation dans les usages. Et bon, ça, c'est un peu ta tasse de thé quand même, Olivier. Enfin, bon, voilà, il y a quand même un certain nombre de contributions que peut faire effectivement Stenor à toutes ces questions, dès lors qu'elles sont appliquées à la Normandie. C'est vrai que dans la troisième table ronde, la Normandie est un petit peu... on l'a peu mentionné. Néanmoins, je pense qu'une caractéristique de la Normandie, c'est qu'elle est quand même assez rurale. Enfin, elle est bipolaire. Enfin, elle est les deux. Non, mais elle est les deux. Il y a les métropoles. Il y a quand même beaucoup de zones rurales. Il y a quand même beaucoup de maisons secondaires. Enfin, il y a tout un tas de caractéristiques qui sont génératrices de transport final peu dense. Et donc, on n'a pas parlé de la Normandie nommément, mais on en a parlé. Indirectement, voilà. C'est vrai que moi j'ai entendu aussi deux, trois autres choses qui m'ont posé question au travers de cette journée-là et dont Stenor là pour le coup peut peut-être s'emparer dans le cadre de ces prochaines journées scientifiques. C'est la question du poids de l'Île-de-France. Elle était partout, cette Île-de-France, et finalement elle a peut-être effacé la Normandie parfois, ou d'autre part on l'a coupée de la Normandie. Et je crois qu'effectivement, on a le devoir, pour le coup, nous, au sein de la Fédération Stenor, d'aller s'emparer de cette question-là. Finalement, quelle Normandie face à l'Île-de-France, ou quelle Île-de-France face à la Normandie, c'est la réciproque est tout aussi vraie, et d'en faire un véritable objet de réflexion pour notamment l'inscrire hors du débat politique, parce que pour le coup, là, le politique s'en est profondément emparé de cette question du rapport à la centralité parisienne. Donc, je pense qu'il y a un champ qu'on peut développer sur cette dimension-là, nous, ou ouvrir des portes à une réflexion. Et puis l'autre point, tu viens de l'évoquer, c'est la question du rural. Parce que même si, lors de notre deuxième journée, au travers des lieux du développement durable, on avait parlé des petites et des moyennes villes, on avait parlé des productions de biomasse, etc., mais on n'est pas descendu au cœur du rural en Normandie, avec deux Normandies, parce qu'il faut le dire aussi, il y a deux Normandies, une Normandie extrêmement urbaine, sous influence Île-de-France et de l'axe séquanien, où on a effectivement des ruralités avec une agriculture très productive, très intégrée, etc., et on a, quand on commence à arriver dans le sud, même dès l'ouest de l'Eure, c'est pas l'ancienne Basse-Normandie qui est orientée là-dessus simplement, une autre ruralité qui se dessine et qui renvoie à des vieilles notions comme celle de campagne, qu'on a peut-être un peu trop rapidement effacé de notre vocabulaire, et qui mériterait aussi d'être questionnée. Et là, pour le coup, elle rejoint la question des mobilités très clairement, mais aussi du transport en général, et puis des rapports à la ville tels qu'ils peuvent se construire. Et donc, il y a cette question, effectivement, peut-être entrer dans la Normandie par ces espaces ruraux, que l'on doit, nous aussi, envisager et peut-être porter sur le devant. Parce que c'est peut-être un point aussi
voilà, j'ai posé quelques petites questions, etc. Mais je crois qu'on est effectivement doit être à l'écoute des acteurs du territoire, mais aussi leur poser des questions. Hein. Et je crois que c'est aussi une des missions de la recherche, et notamment de la recherche publique, hein, puisqu'elle est financée aussi pour cela, et là aussi pour poser des questions au monde, à la société, aux politiques, à l'économie, etc. Et il faut aussi qu'on soit vigilant, effectivement, à porter ce type de questions et les intégrer dans un débat académique. Est-ce que quelqu'un voulait réagir à ces perspectives ou sur son analyse de la journée, ses synthèses, parce que nous, on a proposé la nôtre. Vous avez bien compris que chacun avait son point de vue aussi, et c'est ça aussi la richesse de notre pluridisciplinarité interne, peut-être notre bipolarité aussi. Savoir si vous aviez besoin de réagir globalement. Oui ? Bonjour, Yann Boucherie, École de Management de Normandie. Il y a aussi un point qui n'a pas été soulevé au moment de ces synthèses. Je ne sais pas s'il avait été pensé au départ, mais ce qui m'a marqué, c'est la relation entre les mobilités pour les passagers et pour le fret, qu'on a vu au niveau des acteurs de la mobilité des passagers plutôt en oubli total du mouvement des marchandises, et au niveau des présentations des acteurs des mobilités des marchandises, plutôt toujours expliquer que ça existe aussi, et on pourrait potentiellement envisager de la synergie et de la coopération. Donc je ne sais pas si ça avait été pensé du tout à la base, mais je pense que c'est aussi un point qui me semble être vraiment important. Donc moi je représente réellement le côté transport de marchandises. Je suis professeur de logistique, et donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, et je pense que c'est une partie qui passe souvent de façon secondaire quand on pense à la mobilité. Et donc je pense que aussi cette thématique-ci, comment est-ce qu'on peut mieux faire vivre ensemble les mobilités des marchandises et des personnes, peut être intéressante. On a eu le petit exemple du Blablacar pour les colis, là, mais c'était le seul moment où on a eu effectivement ce croisement. Aussi, les voyageurs sont des contraintes pour les marchandises, parce qu'ils prennent les voies ferrées. Mais c'est vrai que ce croisement des thématiques, c'est aussi une piste à explorer, une piste importante, puisque visiblement, c'est deux mondes qui, à la fois dans le domaine des acteurs, mais aussi dans le domaine académique, dialoguent peu. Voilà, donc... il y a vocation effectivement ici à créer des passerelles. Oui, au niveau de l'Île-de-France, on partage le métro, les RER, hein, pour transporter de la marchandise en heure creuse. Donc là, justement, dans la massification en heure creuse, les commerçants finalement profitent de ces passages. Donc il y a tout de même un gros travail qui se fait. Mais aujourd'hui, il y a des peurs ou une psychologie qui bloque souvent les projets. On a parlé de WeTruck, où finalement, transporter un passager avec de la marchandise, ça pose un problème réglementaire, ça pose un problème de normes. Et quand on transporte une marchandise dans une voiture, ça serait parfaitement possible, et moi je l'évoquais en disant qu'on est tous avec au moins un demi-mètre cube de vide, c'est la responsabilité juridique. Donc là, il y a des juristes des transports autour dans l'Assemblée, et il faut parfois changer les règles ou avoir le courage de changer les règles. Parce que moi, je fais un parallèle avec l'urbanisme, ça vous permettra de mieux comprendre, parce qu'on sort de la technique. Quand on a 50 cm d'eau avec un espace vert et un espace bleu, donc dans un écoquartier, on dit, mais attendez, c'est un 50 cm d'eau, si vous y mettez un enfant de 3 ans, il va s'y noyer. Ben non, on n'a jamais vu un enfant de 3 ans comme ça, ou alors ça arrive une fois sur 1 milliard de cas. Et pourquoi est-ce qu'on va s'interdire des choses aussi simples? Donc là, il faut vraiment travailler sur les règles du jeu et de dire, oui, effectivement, on peut travailler techniquement sur ces questions de responsabilité avec les assureurs. Une responsabilité sur un objet, c'est une question de coût et d'assurance, hein, tout simplement, avec une organisation juridique. Donc, point à travailler, mais à fort potentiel. On en revient à nos histoires de responsabilisation.
hein, on reste au cœur finalement effectivement de ces problématiques-là, puisque au final, effectivement, c'est l'être humain qui va être au cœur du questionnement, et de ce qu'il veut, ou de ce qu'il peut, ou de ce qu'il doit aussi. Hein. C'est aussi des questions qui n'ont pas été posées, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Elles ont peu été mises en avant dans le cadre des différentes présentations, mais elles demeurent quand même relativement prégnantes. Et j'avais juste une petite idée sur cette dimension-là. Il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la question de l'éducation. Hein, puisque finalement, tous ces comportements résultent aussi de paramétrages initiaux des individus qui partent des questions d'éducation, mais qu'on soit à la fois dans le domaine de la pratique du transport en lui-même, l'individu lambda qui va prendre son bus, mais aussi des transporteurs à l'échelle internationale ou des différents opérateurs, et qui renvoient finalement aux conceptions partagées ou pas de la société, et donc aux consensus qui se mettent en place au travers de la gouvernance. J'ai vu qu'il y avait un doigt qui commençait à se lever. Je voulais répondre à ce que vient de dire Jean-Marc, c'est qu'aujourd'hui, le seul frein, c'est parce qu'on n'est encore pas prêt psychologiquement à ce genre de modèle. Il n'y a pas de blocage juridique. L'IDIT enfin, assez peu. Alors, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, CMA-CGM transporte à la fois des passagers et des conteneurs, et le faisait déjà avant. Donc il n'y a pas d'impossibilité en tant que telle. Par contre, effectivement, il se passe des tas de questions en cas d'incident, en cas d'accident, et il y a une problématique de responsabilité. Et effectivement, c'est par l'usage que l'on pourra déterminer finalement les responsabilités, c'est par la simulation, et c'est tout l'intérêt de voir ces projets émerger, c'est de pouvoir proposer des solutions qui, petit à petit, vont maturer et vont peut-être proposer des nouveaux modèles de demain en termes de propositions logistiques, associant passagers. On a aujourd'hui le e-commerce qui est un nouveau canal en tout cas d'échange et qui est très prometteur en termes de nouveaux modèles qui associent à la fois, notamment en intra-urbain, où là il y a à la fois les flux se rencontrent et se heurtent, des tas de champs de possibles qui s'augurent. Donc je pense qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre sur ce sujet, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire dans la mobilité partagée entre personnes et marchandises. Il y a aussi un aspect important, c'est les précarés. Il y a une histoire de concurrence aussi. Pourquoi les transporteurs refusent que des personnes transportent des colis? C'est parce qu'ils protègent leur marché. Et pourquoi les taxis ne veulent pas que les particuliers transportent des personnes? C'est parce qu'ils protègent leur marché. Il y a aussi une histoire de cloisonnement entre les deux, et de compétition, et de peur de perdre son gagne-pain. Je pense que... Bon. Donc je reprends la parole une dernière fois. Il est 16h30. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous repartez avec plein de pistes de recherche, que vous saurez revenir vers nous. Ou, en tout cas, l'idée, c'est, nous avons capté les tables rondes, et l'idée, c'est de les mettre assez rapidement en ligne. Et donc, nous reviendrons aussi vers vous pour vous signaler cette mise en ligne. Donc, je voulais vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de journée.